bienvenue dans cette conférence atelier intitulée Pour une culture de la coopération dans la politique de la ville. Un petit mot d'accueil rapide pour vous préciser d'où je vous parle. Moi, je suis Cédric Hardy, je suis le délégué général de la Fédération Arts Vivants et Départements. Alors, la Fédération Arts Vivants et Départements, c'est une organisation nationale qui a un peu plus de 40 ans aujourd'hui, qui rassemble à la fois des conseils départementaux et des agences culturelles départementales autour d'un sujet, celui des politiques culturelles à l'échelle de l'espace géographique départemental. C'est un espace de réflexion, d'échange, de proposition, d'action au service de ses adhérents, des élus, des agents, mais aussi des salariés des agences, et une plateforme de dialogue et de coopération avec les partenaires nationaux, au premier rang desquels le ministère de la Culture, représenté ici par Bertrand Munin, la délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, et l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, représentée également ici par Éric Briat et Camille Bénard. Voilà. La fédération, elle a du coup impulsé un laboratoire, le laboratoire d'usage culture art société, un laboratoire impulsé et cofondé avec le Bureau des possibles, représenté par Yves-Armel Martin, que nous venons de voir, directeur du Bureau des possibles, et Raphaël Besson, que nous verrons un peu plus tard, donc directeur de Villes Innovation, qui sera d'ailleurs l'animateur de l'après-midi. Ce laboratoire, il a livré un rapport intitulé « De la coopération culturelle à la culture de la coopération » en avril 2021. Ça, c'était le fruit de 2 ans de recherche-action. Et aujourd'hui, disons qu'on tire les enseignements de ce rapport pour expérimenter finalement les conclusions en accompagnant du coup des collectivités qui nous sollicitent dans le fait d'expérimenter la co-construction de politiques culturelles plus ascendantes qui impliquent en tout cas les acteurs associatifs, pas que culturels d'ailleurs, et les habitants sur les territoires. Aujourd'hui, du coup, on est sur ce webinaire. Le webinaire, il est organisé par le LUCA. On regarde ses méthodes de travail d'une part, fondées sur l'intelligence collective. On pourra y revenir. On le verra peut-être un petit peu cet après-midi d'ailleurs, mais aussi à partir des conclusions de ce rapport, et notamment les ingrédients identifiés par le LUCA, notamment par Raphaël Besson, sur la question de la culture de la coopération. Il s'agit d'un temps de rencontre national entre acteurs à la fois de la politique de la ville, parmi lesquels on retrouve des collectivités, mais aussi, et des services de l'État, bien sûr, et aussi des acteurs de la culture, des compagnies, des agents des DRAC qui nous ont rejoints un peu partout en France. Voilà. Donc, c'est un temps qui est organisé en partenariat avec l'ANCT, je le précisais tout à l'heure, et le ministère de la Culture. Du coup, le sujet aujourd'hui, notre objectif, ça va être du coup de poser, d'interroger la place de la culture dans les futurs contrats de ville d'une part, de poser la question de l'implication des habitants et des acteurs associatifs des territoires prioritaires dans la fabrique des politiques culturelles. Ça, c'est plutôt l'intention. Et en termes d'objectifs, l'idée sera vraiment de faire dialoguer les visions et les perceptions de chacun pour pointer à la fois ce qui fonctionne, mais surtout ce qui ne fonctionne pas dans le cadre de cette thématique, réagir sur les propositions et les pistes d'action que nous avons d'ailleurs pu repérer, mais surtout, et enfin, favoriser l'interconnaissance, faire en sorte que les acteurs que vous êtes puissent s'identifier et mieux se connaître, d'où l'option que nous avons choisi d'aller sur un webinaire au format plus collaboratif. Voilà, je vais laisser la parole d'emblée à Éric Briat, directeur de la coordination des programmes de la politique de la ville à l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour le mot d'accueil, suivi de Bertrand Munin, adjoint au délégué général à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle au ministère de la Culture. Je coupe le partage d'écran. Bonjour, merci beaucoup Cédric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir avec Bertrand Munin cette conférence atelier du LUCA, durant laquelle on va se poser la question de la place de la culture dans les contrats de ville, en ayant en tête effectivement ce qui s'est passé depuis la génération des contrats de ville actuellement en cours et qui s'achèvera au 31 décembre 2023. Et puis ce qui pourrait se construire dans le cadre de la prochaine contractualisation qui commencera au 1er janvier 2024 à être mise en œuvre, mais qui a peut-être déjà commencé. Et je pense que ça sera aussi un petit peu l'enjeu de tous les échanges qu'il va y avoir cet après-midi, c'est de voir ce qui a déjà émergé durant cette période longue de mise en œuvre des contrats de ville depuis 2015 et qui a probablement été très riche et probablement a été beaucoup plus au-delà de ce que nous avions imaginé pour notre part au départ. Quand je dis pour notre part, c'est pour la part des personnes qui sont en charge d'animer et de faire vivre dans les territoires cette politique de la ville.
Alors, je suis très heureux aussi de constater que l'audience que nous avons cet après-midi, c'est une audience très large. C'est une audience dans laquelle on va retrouver à la fois des acteurs des DRAC, des acteurs de la politique de la ville, des acteurs des collectivités territoriales qui sont évidemment nos partenaires dans la mise en œuvre des contrats de ville, et ce, aux différents niveaux qui sont concernés par les contrats de ville. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour nous, évidemment, parce que tout ceci ne doit pas être désincarné, doit être véritablement ancré par ce qui se passe dans les territoires. Mais c'est aussi important pour que nous puissions construire quelque chose qui s'inscrit délibérément dans cette dynamique de la coopération dont le LUCA et dont la Fédération Arts Vivants et Départements est porteuse. Alors, c'est vrai que l'ANCT a soutenu le programme LUCA qui tire parti des enseignements de la recherche-action conduite entre 2019 et 2021 en lien avec l'Assemblée des départements de France, l'Assemblée des communautés de France et avec le concours du ministère de la Culture, Cédric le rappelait. Cette recherche-action, elle portait sur le thème de l'évolution des politiques culturelles entre les intercommunalités des départements à la suite des différentes lois votées en 2015 relatives à la nouvelle organisation territoriale de la République. Elle a été fondée sur une dizaine d'études de cas auprès de territoires qui avaient manifesté leur intérêt pour le projet, et on avait eu l'occasion de présenter ses conclusions et ses propositions en décembre 2020. Quand je dis on, c'est le LUCA pour le coup et la fédération qui avait eu l'occasion de présenter ces travaux, et nous y avions participé. À partir de toutes ces conclusions, le LUCA propose un accompagnement sur mesure aux collectivités et aux organismes associés dans la mise en place des logiques de coopération transsectorielle, mobilise des ressources, un réseau, des savoirs, des outils développés dans le cadre de la recherche-action que vous citiez tout à l'heure, Cédric, de la coopération culturelle à la culture de la coopération, tout en s'adaptant aux besoins des territoires. Et c'est en cela que nous vous rejoignons, et c'est en cela que, évidemment, pour nous, à ANCT, qui sommes en charge de l'animation de la politique de la ville, cette démarche était pour nous intéressante. Au sein de l'ANCT, avec un programme au sein de cette ANCT qui s'appelle le programme Lien social et image des quartiers, nous avons souhaité nous impliquer davantage et aller plus loin avec vous. Et le webinaire qui se tient cet après-midi porte le témoignage de tout cela. Il s'agit de développer des outils d'ingénierie culturelle au profit des territoires, des MOOC, des articles, des podcasts, un kit méthodologique, afin de favoriser l'essaimage, l'échange de pratiques et l'entraide professionnelle pour permettre aux acteurs de bâtir une culture commune de la coopération. Il s'agit aussi d'organiser des rencontres autour et des échanges autour de ce qui est pratiqué. C'est l'objet de ce présent webinaire. Enfin, il s'agit de donner à voir un état des lieux national des politiques culturelles territoriales en permettant une mise à jour sur l'actualité professionnelle, en permettant d'échanger sur les meilleures pratiques et non pas sur les bonnes pratiques. Il s'agit véritablement de travailler sur les meilleures pratiques. Il s'agit de partager les expériences et les savoir-faire, d'accompagner les participants pour aller plus loin et d'explorer collectivement de nouvelles pistes d'action en réponse à ces problématiques préalablement identifiées. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour le développement culturel dans les quartiers réside dans la méthode, dans l'animation et dans la coopération entre les acteurs. Et c'est cet enjeu dont toutes les parties prenantes doivent s'emparer pour donner toute leur place aux actions culturelles en direction des habitants des quartiers populaires. Donc, encore une fois, je suis très heureux de participer à cette rencontre. J'allais dire, nous sommes très heureux, particulièrement l'équipe d'Hélène Chappet qui participe à l'élaboration, à la conception et à l'animation de cette rencontre. Et vous me permettrez de saluer d'emblée le travail remarquable qu'a pu faire Camille Bénard, qui est à nos côtés cet après-midi et qui a fait un travail remarquable, je crois, avec Cédric et son équipe pour concevoir ce webinaire. Vous me permettrez non seulement de la saluer, mais évidemment de la remercier en votre nom à tous. Merci en tous les cas pour cet après-midi qui, je pense, sera très riche.
Merci beaucoup, Eric. Je laisse la parole du coup, dès à présent, à Bertrand Munin, adjoint au délégué général à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle au ministère de la Culture. Bertrand, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci, merci Cédric et merci Eric pour ces premiers mots d'introduction. Je ne vais pas être tellement plus long, tout simplement parce que je souscris à la façon dont Eric Bria a posé un peu les enjeux de cet après-midi de réflexion collective et dans laquelle s'inscrit notre participation. Alors, quand je dis notre participation, ce n'est pas parce que je parle de moi à la troisième personne, mais parce que d'autres membres de la délégation générale sont présents, évidemment, et des collègues de DRAC sont présents aussi pour le ministère de la Culture et participeront à ces échanges. Ce n'est pas inutile de se poser ce temps de réflexion aujourd'hui avec le LUCA et la FAFD. Hein. C'est quand même une structure en plus avec laquelle on travaille en confiance. Avec la NCT, ça va de soi, mais on appartient tous les deux, on sert tous les deux l'État, NCT et le ministère de la Culture, donc la question ne se pose pas, mais c'est vrai qu'on a un travail collaboratif avec le LUCA sur plusieurs sujets maintenant qui ont montré à chaque fois leur pertinence et leurs effets. Donc, ce n'est pas inutile de le faire maintenant, parce qu'il n'échappe à personne qu'on est désormais à 3 semaines d'une élection présidentielle en France. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on repartira sur un premier nouveau mandat de 5 ans dans lequel on va avoir des orientations politiques à prendre. Il y a cette question de révision peut-être des contrats politiques de la ville, mais plus globalement, il y a une question, mais j'y reviendrai peut-être après quand on entrera dans les débats, qui s'attache à la participation des habitants et à la relation au territoire. On peut avoir État, collectivité et habitants, enfin une initiative de la société civile, en tout cas dans ce champ-là. Donc, on va essayer de s'inscrire dans ces questions. Moi, je vous raconterai un peu où on en est et les questions qu'on se pose. Et puis, évidemment, on se nourrira de ces échanges, puisqu'on aura dans les quelques semaines et quelques mois qui viennent à proposer des feuilles de route, des orientations nouvelles, certainement. En tout cas, merci de cette initiative, de nous réunir aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura, à l'issue de ces rencontres, des pistes intéressantes à creuser collectivement. Merci beaucoup, Bertrand. Du coup, sans plus attendre, on va dérouler l'après-midi. Je vais avant cela laisser la parole à Yves Armel pour une vue d'ensemble de l'après-midi, du coup, et du déroulé. Yves Armel, je partage mon écran, je te laisse la parole. Oui. Oui, juste rapidement pour vous indiquer comment nous allons travailler cet après-midi. Nous allons alterner des temps de plénière conférence comme nous sommes en train de travailler, sur lequel la voix retour, ça peut être par le chat, mais ce sera essentiellement, on écoutera des auditeurs. Et après, nous aurons, vous voyez, c'est ce qui est en rouge sur l'écran, ce sont des temps d'ateliers. Nous serons répartis dans 10 ateliers en parallèle, 10 équipes qui permettront d'être en plus petits espaces pour pouvoir donner la parole à chacun. La première partie consistera, donc, on fera tout d'abord une mise en perspective de la question culturelle dans la politique de la ville sous le prisme de la culture de la coopération, une sorte de bilan de ce qui fonctionne ou ce qui se fait déjà. Et on vous invitera lors de l'atelier à compléter ce bilan à partir de votre propre regard d'acteurs de terrain, que ce soit du domaine culturel ou de la politique de la ville. Et puis ensuite, on viendra sur les enjeux, finalement, les enjeux à venir, toujours du traitement de la question culturelle dans les futurs contrats de ville et des propositions de premières orientations. Et on vous invitera là aussi, en atelier, à réagir à ces contributions, pourquoi pas à les enrichir avec d'autres propositions. Et le tout se terminera par une table ronde conclusive qui réagira à vos propositions aussi et qui les compléteront pour qu'on termine à 17h pile. Il y aura 2 petites pauses pour qu'on puisse sortir un petit peu de l'écran qui seront juste avant le passage en atelier. Donc, on lancera les ateliers, vous aurez quelques minutes de pause juste pour pouvoir sortir de l'écran si vous voulez quelques instants et on terminera bien à 17h. Voilà. Bien, je poursuis du coup très rapidement pour vous dire que pour dérouler ces séquences, donc 2 séquences plénières, une table ronde, nous avons eu le plaisir d'accueillir 8 intervenants, intervenantes. Du coup, à l'animation, Raphaël Besson, je disais tout à l'heure, qui prendra la parole juste après moi, directeur de Villes Innovation et cofondateur du LUCA.
Frédéric Bourgeois qui est avec nous et qu'on remercie d'ailleurs puisque Frédéric va nous aider à faciliter les ateliers cet après-midi, directrice de Labocité, centre de ressources politiques de la ville Auvergne-Rhône-Alpes. Éric Briat, qu'on ne présente plus désormais. Marjorie Fromentin, chargée de mission laïcité, lutte contre les discriminations, jeunesse, égalité homme-femme chez Labocité, qui d'ailleurs a également accepté de nous aider à faciliter les ateliers cet après-midi. On remercie Marjorie. Anaïs Lavaux est chargée de développement culturel à la direction des affaires culturelles de la ville de Lyon. Bertrand Munin s'est présenté. Julien Nini est coordinateur de la compagnie Collectif X en Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, Naïma Yahi, docteur en histoire et directrice adjointe de l'association Ville des musiques du monde. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. On vous retrouvera tout à l'heure dans les séquences. Je laisse la parole à Ibermel pour les règles d'organisation. Des petits messages de service. Hein. Donc, vous avez l'habitude, le son est la difficulté numéro 1. Donc, on le coupe dès qu'on n'en a pas besoin, notamment en plénière. On n'hésite pas à discuter sur le chat, à réagir. On peut couper sa vidéo. Vous n'êtes pas obligé de rester assis. Vous pouvez bouger. C'est vrai que la vidéo, quand vous serez en petit groupe de moins d'une dizaine de personnes, ce sera intéressant à ce moment-là de se voir et d'échanger. Les petits temps de pause qu'on vous propose, on vous invite à vraiment les prendre pour ne pas être trop fatigué en fin d'après-midi. Et dernier point, tous les supports présentés vous seront rendus disponibles en ligne après la rencontre. Et puis, le webinaire est enregistré à des fins de diffusion. Hein. Si jamais vous ne voulez pas que votre image apparaisse, vous coupez simplement votre vidéo pour être sûr qu'elle n'apparaisse pas. On parle bien, ce sont les plénières simplement du webinaire qui sont enregistrées et pas les périodes d'atelier. Merci. Oui, tout à fait. Les plénières qui seront du coup enregistrées et transmises dans les réseaux du ministère de la Culture et de la NCT. Voilà, on ouvre la première séquence intitulée « Mise en perspective de la question culturelle dans la politique de la ville sous le prisme de la culture de la coopération ». Et Raphaël, si tu m'entends, écoute, nous te laissons le micro, n'est-ce pas, pour l'animation de cette séquence et le partage d'écran. Bonjour Cédric, merci. Alors, je vais déjà commencer par partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Très bien, tu peux y aller. Parfait. Ok, donc là, l'idée, c'est donc de vous faire une introduction sur une question complexe qui est la mise en perspective de la question culturelle dans la politique de la ville sous le prisme de la culture de la coopération. Alors, ce que j'ai fait, ce n'est pas vraiment, si vous voulez, une histoire détaillée de la manière dont la question culturelle a été traitée par la politique de la ville. J'ai essayé davantage d'identifier 2-3 points saillants avant de mettre en perspective cette question culturelle dans la politique de la ville au regard de grandes évolutions, et notamment l'évolution des culturelles ou des politiques territoriales. Alors, premier point qui ressort d'un certain nombre d'études, d'articles qu'on a pu lire sur la problématique des liens entre culture et politique de la ville, c'est d'abord que le volet culture dans la politique de la ville est présent à travers les contrats de ville, mais avec des configurations qui peuvent être différenciées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des contrats de ville où il y a vraiment une affirmation de ce volet culturel, où là, il y a un enjeu d'affichage, de lisibilité, un enjeu aussi symbolique à montrer et à donner à voir une action forte sur la thématique culturelle. Et puis, vous en avez où, finalement, la question culturelle est davantage diffuse dans les contrats de ville. Ça ne veut pas dire qu'elle est absente, mais elle est intégrée notamment dans les enjeux de prévention, d'éducation ou encore d'insertion par l'économie. Donc ça, c'est des différences qui structurent les contrats de ville et derrière, il y a des questions aussi de positionnement différencié. Il y a un deuxième point qui nous semblait extrêmement intéressant par rapport aux différentes lectures qu'on a pu faire, c'est qu'au fond, eh bien, les actions culturelles dans la politique de la ville ont pu influencer l'évolution des politiques culturelles. C'est-à-dire que cette perspective originelle de la politique de la ville, qui est de considérer les quartiers en politique de la ville comme des espaces aussi de laboratoire, d'expérimentation, eh bien, dans le champ culturel, effectivement, on a pu constater que la culture dans la politique de la ville avait permis d'expérimenter d'autres formes, d'autres manières de penser l'action culturelle, notamment à travers cette idée d'impliquer les habitants à la vie culturelle, de valoriser des ressources culturelles, qu'elles soient formelles, informelles ou encore non formelles, donc notamment la créativité des jeunes, la mémoire des habitants, prendre en compte ces enjeux d'intersectorialité, d'interculturalité. Ça, c'est des enjeux propres à la politique de la ville qui ont pu à un moment donné aussi nourrir les débats plus larges dans le cadre des politiques culturelles. Il y a aussi des points d'attention qui sont soulevés dans le cadre de ces différents rapports et ces différentes études. D'abord, premier point, et ça, je pense qu'on va revenir là-dessus avec Éric Briat, c'est un sentiment
au fond, de diminution des moyens affectés à la culture dans le cadre de la politique de la ville. Alors, on ne sait pas si c'est exactement objectif, il y a des débats là-dessus, mais en tout cas, il y a cette perception qu'au fond, la question culturelle est considérée un peu comme le parent pauvre, hein, de la politique de la ville. Et puis, un autre point important, mais ça qui concerne plus largement l'ensemble de la politique de la ville, hein, c'est un écart important entre des objectifs initiaux très ambitieux, hein, favoriser l'aménagement culturel de l'agglomération, démocratiser l'accès aux équipements, enfin ce genre d'objectifs, et puis la réalité des actions qui sont effectivement déployées. Là, on constate systématiquement cet écart. Alors, au-delà de ces quelques constats qui me semblaient importants de pointer, ce que j'ai essayé de faire, c'est au fond de sortir de la politique de la ville pour questionner finalement la question culturelle de la politique de la ville au regard de 3 évolutions qui me semblent essentielles, en tout cas dans ce qui s'ouvre dans les prochaines années. D'abord, l'évolution des politiques culturelles au prisme d'un 3e âge des politiques culturelles. Donc là, on reprend Vincent Guillon, donc le directeur de l'Observatoire des politiques culturelles qui développe cette hypothèse. On va revenir là-dessus. Deuxième type d'évolution, c'est la transformation des politiques de développement territorial sous le prisme de la ressource. Là, c'est tout un champ, si vous voulez, dans la littérature autour des ressources territoriales qui, à un moment donné, peut aussi questionner la question culturelle dans la politique de la ville. Et puis, troisième enjeu, à mon avis, c'est l'enjeu des transitions et de la question de la coopération, c'est-à-dire pour agir sur cette transition, toute une série d'auteurs nous disent qu'il faut apprendre à coopérer, et ce, assez rapidement. Alors, premier point sur ce lien entre finalement culture, politique de la ville et 3e âge des politiques culturelles. Alors, l'hypothèse de Vincent Guillon, c'est qu'on rentrerait aujourd'hui dans un 3e âge des politiques culturelles que lui qualifie de facilitation culturelle. Pour lui, il y a 2 premiers âges. Hein. Le premier âge qu'il va qualifier de décentralisation des politiques culturelles, avec une politique culturelle très centralisée, organisée par le ministère de la Culture, qui va créer des conventions, des partenariats avec les différentes collectivités. Un 2e âge qu'il qualifie de l'âge de la métropolisation, où là, c'est finalement l'intégration des politiques culturelles et des actions culturelles dans le développement des métropoles. Donc ça se développe dans les années 90-2000, hein, avec notamment un exemple le plus flagrant de tout ça, qui est le quartier de Nantes, avec le quartier de la création de Nantes, et puis le Paris, si vous voulez, de miser fortement sur notamment la filière des industries culturelles et créatives. Et puis, selon Vincent Guillon, il y a un 3e âge des politiques culturelles qui est en train de s'ouvrir, qu'il qualifie donc de facilitation culturelle. Et ce nouvel âge des politiques culturelles, il induit de nouvelles valeurs, de nouveaux acteurs, de nouveaux lieux, de nouveaux savoirs professionnels. Et c'est ça qui est en train de s'ouvrir et qui constitue, selon Vincent Guillon, l'enjeu majeur des politiques culturelles. Alors, par rapport à ce 3e âge, c'est important de rappeler que ce n'est pas un âge, si vous voulez, qui va remplacer les précédents. On est bien davantage dans une logique de sédimentation. Et puis, c'est un 3e âge qui fait écho à une diversité de théories, qui plaçait finalement le quotidien, l'espace urbain, le hors les murs, au cœur, si vous voulez, d'une vision renouvelée de la culture et des arts. Donc là, derrière, vous avez toute une série d'auteurs, comme Jacques Rancière, de Certeau, Debord, plus récemment Gwadzinski, qui travaillent, qui ont développé des théories sur ces questions. Ce 3e âge, il fait plus concrètement référence à différentes notions dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, les notions de culture numérique, d'âge du fer, de droit culturel, de tiers-lieux culturels. En fait, ce que ces différentes notions ont en commun, c'est cette critique d'une vision élitiste et diffusionniste de la culture et des savoirs, avec cette idée de davantage s'intéresser à ces acteurs informels des actions culturelles, aux espaces de la vie quotidienne, et avec cette idée que les individus ne soient pas juste consommateurs, spectateurs d'une offre culturelle, mais deviennent véritablement acteurs de la fabrique culturelle, et d'une fabrique culturelle qui est souvent, selon Joël Zask, là je la reprends, légitimée par l'expertise de quelques spécialistes. Alors, ce premier point, ça induit un certain nombre de problématiques que j'ai formulées en bas là, de la diapo. Première problématique, c'est comment penser la culture dans les futurs contrats de ville, dans ce sillage justement de ces notions de droit culturel, de tiers culturel ou encore de commun culturel. Comment faire atterrir les droits culturels? Ça, c'est pour nous une problématique fondamentale. On a un peu étudié la manière dont les droits culturels s'incarnaient, notamment dans les différents contrats de coopération entre les intercommunalités et les départements. On a encore beaucoup de mal, si vous voulez, à comprendre comment s'incarnent ces droits culturels. Donc, comment est-ce qu'on peut faire atterrir ces droits culturels dans les contrats de ville? Et puis, comment dépasser ces oppositions qui ont été très structurantes, qui le sont toujours d'ailleurs,
entre démocratisation de la culture, avec cette idée de diffuser, de permettre les œuvres, de permettre un accès aux œuvres entre guillemets d'excellence, et puis de l'autre, la démocratie culturelle avec davantage une attention portée à l'accès aux pratiques artistiques et culturelles et une reconnaissance des pratiques culturelles diversifiées. Ensuite, pour moi, il y a une deuxième problématique qui se pose, c'est la question de la culture et de la politique de la ville, mais cette fois sous le prisme de l'évolution des politiques de développement territorial. Il y a vraiment depuis maintenant une bonne dizaine d'années une incorporation des théories, des réflexions qui avaient été portées notamment par Gabriel Coltis et Bernard Pecker sur la notion de ressources territoriales. Ce qui est intéressant dans cette notion, c'est qu'ils nous disent que finalement, les méthodes traditionnelles du développement territorial avaient tendance, d'une certaine manière, à figer les territoires. C'est-à-dire qu'on considérait les territoires comme des stocks de ressources figées, où on considérait que les territoires qui gagnaient, c'était les territoires qui avaient été fortement dotés en infrastructures, avec une main-d'œuvre qualifiée, avec la présence d'universités, avec la présence de laboratoires de recherche. Enfin voilà, c'était les territoires sur lesquels il fallait parier. Donc ça a imprégné quand même fortement nos politiques d'aménagement et de développement. L'énorme problème, quand on analyse les territoires de ce point de vue, c'est que quand on va dans des territoires de faible densité, c'est notamment l'ANCT qui a développé cette notion-là, donc les territoires ruraux, les territoires périurbains, encore les territoires en quartier politique de la ville, eh bien, finalement, on se dit que ces territoires, ils sont perdus, c'est-à-dire qu'on est incapable d'identifier ce type de ressources dans ces territoires-là. Donc, on est incapable aussi de penser des politiques de développement territorial associées à ces territoires. Donc là, il y a un vrai enjeu, et pour eux, l'enjeu, c'est, pour les auteurs, donc Coltis et Pecker, c'est finalement d'identifier ces ressources latentes, qui ne sont pas forcément des ressources formelles. Donc ces ressources latentes, elles peuvent être très diverses en fonction des territoires. Il s'agit de les identifier, de les spécifier, et puis de réussir, dans le cadre de politiques de développement territorial, à les activer. Donc dans le champ de la politique de la ville, ça suppose du coup d'inverser le regard sur les territoires de la politique de la ville, pour les appréhender, non pas du point de vue de leurs handicaps, mais du point de vue de leurs atouts. Donc là-dessus, on avait fait toute une étude, c'était il y a maintenant plus de 10 ans, sur valoriser les ressources des quartiers en politique de la ville, un changement de paradigme, qui justement essayait d'identifier ces différents types d'atouts qui n'étaient jamais repérés dans le cadre notamment des contrats de ville, et essayer de penser une politique publique associée à l'identification, à la valorisation de ces ressources latentes. Par rapport à ces réflexions, on a récemment donc, le CGET ou encore l'Agence de la rénovation urbaine, l'ANRU, qui se sont appropriés ces réflexions-là et qui ont développé des études, des réflexions en lien avec cette idée finalement de retrouver, si vous voulez, l'esprit originel de la politique de la ville, comme l'espace d'expérimentation, le laboratoire, plutôt que cette réflexion qui avait été développée dans les années 90, qui tendait plutôt à analyser les territoires de la politique de la ville sous le prisme de leur handicap. Excusez-moi, hop, je remets, voilà. Donc, comme type d'études, il y a des études très intéressantes, notamment du CGET sur innovation, territoire et territoire de faible densité. Vous avez des études sur l'innovation dans les quartiers en politique de la ville en 2017. L'ANRU aussi, qui s'est intéressé à ces questions de créativité et d'innovation dans les quartiers en renouvellement urbain. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est finalement de travailler à mettre en lumière d'autres dynamiques dans les quartiers en politique de la ville et de travailler à identifier les processus de créativité, de solidarité ou encore d'invention de solutions alternatives qui peuvent exister dans les quartiers. Par rapport à ce deuxième enjeu, il y a, pareil, toute une série de problématiques. Alors, premier type de problématique pour moi, c'est comment identifier et activer les ressources culturelles latentes des quartiers en politique de la ville. Comment repérer ces acteurs culturels informels, ces idées latentes, ces processus créatifs qui peuvent exister au sein de la société civile, parmi les acteurs économiques, associatifs ou encore au niveau du grand public. Il y a un vrai enjeu à un moment donné, se doter de nouvelles lunettes, quelque part, pour identifier ces ressources émergentes. Et puis, autre type de question, c'est finalement quelle articulation on peut faire entre la politique de la ville et plus largement la politique culturelle des villes. C'est-à-dire comment ne pas penser les quartiers en politique de la ville comme au fond des portions incomplètes de territoire, mais bien de regarder ces ressources au regard de perspectives de développement territorial plus conséquentes.
Enfin, troisième type d'enjeu, c'est cette fois la culture et la politique de la ville au regard donc, des transitions. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas croire que les quartiers en politique de la ville, à un moment donné, fonctionnent en totale autonomie et vase clos par rapport aux transitions qui s'ouvrent. Il y a un vrai enjeu, à un moment donné, à aussi penser ces quartiers politiques de la ville au regard de ces problématiques, ces enjeux transitionnels. Alors, par rapport à ces transitions, il y a des auteurs qui nous intéressent tout particulièrement, notamment la prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, Jérémy Rifkin, Éloi Laurent, qui sont d'ailleurs davantage des économistes, qui nous disent que pour gérer ces transitions et répondre à ces grands défis qui s'ouvrent à nous, ces transitions écologiques, sociétales, économiques, culturelles ou encore numériques, eh bien, le point essentiel, c'est que nos sociétés doivent apprendre à coopérer. Et là, notamment, Éloi Laurent nous dit qu'on sait mutualiser, on sait collaborer plus que jamais, mais par contre, on ne sait pas coopérer. Alors, on va revenir sur ces notions tout à l'heure, mais il y a un enjeu fondamental à effectivement apprendre et éprouver ce que peut signifier justement la coopération. Par rapport à ce constat, vous avez toute une série de disciplines en économie, en architecture, en urbanisme, dans le développement territorial, qui ont pris la mesure de ces enjeux-là, c'est-à-dire qui ont créé des cadres théoriques sur l'économie collaborative ou coopérative, sur l'urbanisme collaboratif. Enfin, voilà, il y a pléthore d'écrits dans ces champs-là. Mais nous, on a constaté que dans le champ culturel, étrangement, il y avait extrêmement peu d'écrits, peu de réflexions finalement sur la manière de traiter ces problématiques transitionnelles sous le prisme de la culture. D'où nous, cette idée de défendre, au fond, une approche culturelle de la coopération, avec cette idée de placer vraiment la culture au cœur de l'édification d'une société coopérative et que la culture soit là aussi pour investir pleinement les enjeux transitionnels. L'hypothèse qu'on fait derrière, c'est que finalement, ces problématiques de coopération, ces enjeux transitionnels, eh bien, ils ont une dimension culturelle fondamentale, et notamment en lien avec la transformation des récits, la transformation des modes de vie, des valeurs, des représentations, des imaginaires. Il y a aussi à investir clairement ce champ-là par la culture. D'où nos questions, avant de laisser du coup la parole à Éric Bria, nos questions sur comment accompagner le déploiement d'une culture de la coopération dans les contrats de ville. On commence à toucher au cœur de notre sujet. Sur quel pilier la culture de la coopération est-ce que la politique de la ville pourrait plus spécifiquement investir, ou en tout cas s'appuyer prioritairement? On va présenter ces 8 piliers qu'on a définis dans le cadre de notre étude qui, pour nous, permettent véritablement de bâtir cette culture de la coopération, et comment aussi déployer une action culturelle qui soit ancrée dans les transitions. Donc voilà pour cette introduction et ces 3 points qui me semblaient importants, en tout cas de mise en perspective de la question de la culture de la politique de la ville au regard de ces 3 grandes évolutions. Pour rentrer plus directement dans notre sujet qui concerne les contrats de ville, donc je passe la parole à Éric Bria qui va nous donc évoquer les enjeux, selon lui, la prise en compte de la culture de la coopération dans les futurs contrats de ville. Merci Raphaël. Je crois que c'est très clair et je crois que vous posez véritablement toutes les questions que nous nous posons. Quand je dis nous, à nouveau, c'est au niveau de la NCT en tant que nous sommes en charge de l'animation de la politique de la ville, mais c'est aussi évidemment ce qui se passe très concrètement au niveau déconcentré dans les services départementaux qui sont en charge du suivi et de l'application de la politique de la ville, au niveau des préfectures, au niveau des directions départementales qui mettent en œuvre les crédits de la politique de la ville, au niveau des délégués du préfet qui interviennent très directement dans les quartiers. Alors peut-être pour caractériser les choses, je vais revenir sur quelques aspects qui me paraissent assez fondateurs et qui permettent d'alimenter le débat et en tous les cas de poser le cadre dans lequel nous nous inscrivons au travers des contrats de ville. La place de la culture dans les contrats de ville, déjà elle est définie par l'article 1er de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. C'est un article qui définit 10 macro-objectifs de la politique de la ville, parmi lesquels il y a 2 objectifs qui concernent très directement la culture. Il y a un objectif qui s'intitule « Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, etc. » Et puis, il y a un autre article qui parle de reconnaître et valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers. Voilà 2 items qui caractérisent
la façon dont le législateur a défini ce que devait être l'intervention dans le champ culturel de la politique de la ville au travers des contrats de ville. D'un point de vue strictement opérationnel, les actions en matière culturelle, elles sont rattachées au pilier cohésion sociale des contrats de ville, qui est un pilier dans lequel on retrouve les questions d'éducation, les questions de lien social, les questions de participation des habitants. Tout ça n'est pas neutre, évidemment. Je précise qu'il y a deux autres piliers dans les contrats de ville, un pilier qui est consacré au renouvellement urbain et au cadre de vie, et on voit bien que là aussi, il y a des enjeux culturels au travers de tout ça, Raphaël l'a rappelé. Et d'autre part, qu'on a un pilier emploi et développement économique. Et là aussi, la culture peut contribuer, à l'évidence, à l'emploi et au développement économique dans les quartiers. Donc, on voit bien qu'à partir de ce cadre, comme je reprends l'expression que Raphaël a employée à l'instant, à partir de ce cadre général et de ce cadre qui est posé pour définir les contrats de ville, on a affaire ensuite sur le terrain à des configurations évidemment différenciées. Autre élément qui est important dans la façon dont on a conçu les contrats de ville, ces contrats de ville, ils rassemblent un certain nombre de signataires. Et permettez-moi juste de les rappeler parce que ça me paraît évident. L'État, le préfet de département en l'occurrence, contracte avec l'échelon intercommunal, alors ça peut être métropole, PCI, communauté d'agglomération, ces contrats de ville avec les communes. Donc, on a vraiment un tripode en quelque sorte, hein, État, intercommunalité et communes. Et puis ensuite, on a d'autres niveaux de collectivités territoriales qui sont invités à signer ces contrats, les départements et les régions, et puis d'autres acteurs, principalement publics, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes HLM, etc. Quel est le but de ces contrats de ville? En fait, c'est un point qui a été un petit peu, comment vous dire, non pas occulté, mais sans doute sous-estimé dans la façon dont ces contrats ont été conçus et dans la façon dont ils ont été exécutés. Le contrat de ville, il doit traduire dans tous les domaines et par conséquent dans le domaine culturel un projet de territoire. Et ce projet de territoire coproduit, partagé à l'échelle intercommunale, il doit rassembler tous les signataires des contrats de ville pour mettre en œuvre des actions de droit commun qui concourent à la réalisation des objectifs, donc des deux macro-objectifs que je rappelais tout à l'heure, l'accès à la culture et l'histoire, la mémoire et le patrimoine des quartiers. Et ça c'est un élément qui est effectivement pour nous extrêmement structurant et extrêmement important et dont on peut présager qu'il restera un élément structurant pour la prochaine génération des contrats de ville. Le pilotage de ces contrats de ville, il est placé au niveau intercommunal parce que c'est le niveau qui permet le plus d'interaction entre les quartiers de la politique de la ville et puis les différents territoires avec lesquels ils sont en articulation. Le reste de la commune et évidemment l'agglomération, le bassin d'emploi. Vous voyez qu'on est dans une notion qui n'est pas une notion dans laquelle on enferme les contrats de ville sur eux-mêmes, les quartiers politiques de la ville sur eux-mêmes. On est dans une notion qui est celle de gérer des interactions entre les quartiers politiques de la ville et le reste des agglomérations auxquelles ils participent. Et c'est un point extrêmement important parce que quelle est la finalité de ces contrats de ville? C'est finalement de lutter contre la ségrégation sociale, la ségrégation spatiale, et ce dans tous les domaines. Alors, l'ensemble de ces dispositions, elles définissent un cadre de coopération pour la mise en œuvre des politiques publiques par les collectivités territoriales, par l'État déconcentré, par les groupements de collectivités, par l'ensemble des signataires des contrats de ville, et ce, au bénéfice des habitants des quartiers. Une chose est de poser un cadre de coopération, une autre est de faire vivre une dynamique de coopération. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, pour nous, qui sommes en charge de l'animation de la politique de la ville, est un point tout à fait central. En ce moment, nous sommes en train d'évaluer, tant au niveau national qu'au niveau local, le cadre de coopération qui a été posé par les contrats de ville. L'évaluation des contrats de ville, elle est en cours parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ils viendront à leur terme au 31 décembre 2023. Il s'agira de définir une nouvelle contractualisation. Il est de bonne méthode de commencer, avant de se lancer dans une nouvelle contractualisation, par évaluer ce qui a été fait.
Il faut que nous analysions, et c'est vrai dans le champ culturel évidemment, dans quelle mesure, sous quelles conditions les contrats de ville ont permis d'instaurer des processus de coopération entre les signataires des contrats et une mobilisation renforcée des politiques publiques de droit commun. Il s'agit aussi de voir comment on a pu, et je trouve que Raphaël a posé de ce point de vue-là excellemment la question, comment on puisse considérer que ces territoires que nous caractérisons nous-mêmes en les identifiant au travers d'une politique dédiée qui est la politique de la ville, comme des territoires à handicap, comme des territoires qui sont en difficulté objective et qu'on essaie de mesurer de la façon la plus objective possible, ces territoires détiennent aussi des atouts, détiennent aussi des ressources. Et ça, c'est un point qui a été, et c'est vrai dans le champ culturel comme c'est vrai dans d'autres domaines couverts par les contrats de ville, c'est un point qui probablement mérite d'être sérieusement revisité. Le rapport de l'Observatoire national de la politique de la ville qui a été publié l'an dernier, qui est donc le rapport 2021 qui couvre la période 2020, s'attache précisément à identifier les ressources des quartiers politiques de la ville et s'attache en particulier à identifier ces ressources en termes de co-construction et en termes de capacité de participation à l'élaboration de ces politiques. Et c'est probablement dans l'évaluation des politiques de la ville quelque chose que nous devrons, sur lequel nous devrons mettre particulièrement l'accent. Par ailleurs, il s'agit de bâtir, Raphaël Besson l'a dit, une culture de la coopération et une intégration de cette culture de la coopération dans le cadre de la politique de la ville. Rappelons d'abord que historiquement, la politique de la ville est probablement la première politique à avoir posé l'idée d'un partenariat à l'échelle locale qui s'est traduit par les premiers contrats de ville. Cette politique, elle a 40 ans, les premiers contrats de ville ont 40 ans. Et il s'agissait bien de cette dimension partenariale, certainement pas poussée jusqu'au stade de la coopération au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais certainement une ébauche, en tous les cas, de ce type de coopération. Et c'est dans le champ culturel que bien souvent, on a pu avancer le plus avec l'ensemble des acteurs pour bâtir des stratégies communes et réfléchir à la mise en œuvre d'actions communes. Lorsque nous avons précisément fêté les 40 ans de la politique de la ville, c'était en 2018, lorsque nous avons ensuite travaillé dans le cadre de la préparation du plan de relance du gouvernement, nous avons pu mettre en évidence, notamment au cours d'une journée qui avait réuni une soixantaine d'intervenants et accueilli plus de 300 participants à Lyon en 2018, nous avions pu identifier un certain nombre de pistes de travail pour donner un contenu opérationnel à cette coopération, avec des enjeux et des propositions fortes. Mettre en place une nouvelle gouvernance au sein des établissements publics culturels pour impliquer davantage les participants, les habitants des quartiers politiques de la ville par le biais des conseils citoyens dans les instances de décision. Créer un groupe culture au sein des contrats de ville pour pouvoir porter cette dynamique en impliquant fortement les associations et les habitants à nouveau. Favoriser des formats d'équipes projet restreintes, décideuses, agiles et au plus près du terrain en impliquant les délégués du préfet. Des politiques de travail dans un cadre interministériel et dans un cadre pluriannuel qui soit davantage défini. Des éléments d'ingénierie coopérative à dégager avec la formation, des formations transversales, des formations croisées, des stages d'immersion qui permettent effectivement d'aller au bout de tout cela. Donc, voilà un peu tous les éléments que nous avions discutés dans ce cadre-là. Et je crois que l'enjeu de cet après-midi, ça va être précisément d'aller un petit peu plus loin dans tout cela. Juste pour terminer, je voudrais juste donner quelques éléments par rapport à une question que Raphaël a soulevée dans sa présentation, qui est la question du financement de ces actions. Cette perception, ce sentiment que Raphaël rappelait d'une diminution des moyens de la politique, diminution des moyens dédiés à la culture dans les quartiers politiques de la ville. Alors, juste pour verser les choses au débat, je voudrais juste rappeler que la politique de la ville n'a pas vocation à financer à titre principal
la culture dans les quartiers, elle a vocation à apporter sa contribution pour que des actions culturelles soient développées en direction des quartiers et de leurs habitants à partir des moyens de droit commun. Je ne fais en disant cela que rappeler les termes qui sont ceux de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui dit que les crédits de la politique de la ville n'ont pas vocation à se substituer à l'engagement des moyens de droit commun en matière, dans tous les sujets, et en particulier dans le domaine culturel. Ce qui est intéressant quand même, c'est de regarder ce qui s'est passé depuis 2015. Or, ce à quoi nous assistons, s'agissant encore une fois des seuls crédits de la politique de la ville, c'était une progression très sensible des financements apportés par la politique de la ville depuis 2015. Il faut savoir aussi que ces financements, ils sont largement mis en œuvre dans un cadre de soutien aux associations qui œuvrent dans le champ culturel. Et ça, c'est un point extrêmement important, extrêmement original et qui relie très directement nos actions à la proximité avec les habitants sur le terrain et dans le quotidien. Les actions associatives dans le domaine culturel, telles qu'elles sont soutenues par les crédits de la politique de la ville, elles représentent 14% du total des actions financées sur la période 2015-2020. Et ce qui est très important, c'est qu'il s'agit du troisième domaine financé par la politique de la ville, après celui du lien social, de la citoyenneté et de la participation des habitants, et après celui de l'emploi. Et devant, pour caractériser les choses, les actions en direction de la jeunesse, des sports et des loisirs. Deuxième élément, depuis le lancement des contrats de ville en 2015, l'augmentation des crédits du programme 147, programme de l'État consacré à la politique de la ville, l'augmentation de ces crédits a été très forte. Plus 13 millions d'euros, plus 75% sur la période. Des crédits consacrés à la culture qui s'élevaient à 17 millions d'euros en 2015 et qui sont passés à 30 millions d'euros en 2021. Donc, je crois que là, pour le coup, c'est extrêmement important qu'on ait ces données en tête. J'ajouterais pour finir que ces crédits sont massivement orientés, ils sont massivement déconcentrés, et ça, c'est un point extrêmement important. 91% de ces crédits sont mis en œuvre à l'échelle départementale et non pas au niveau national. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête. Nous sommes vraiment dans une logique de mise à disposition des crédits au niveau déconcentré. Et deuxième élément, ce sont des crédits qui sont orientés massivement vers les pratiques artistiques et culturelles et vers les actions de diffusion culturelle, notamment avec des opérations de type C'est mon patrimoine, Exporte du temps, etc. etc. J'en finis avec ça. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller plus loin dans cette dynamique de coopération et qu'on a besoin de mieux analyser comment, d'ores et déjà, au travers des contrats de ville, on a réussi à mettre en œuvre des actions qui sont des actions au plus près du terrain, qui sont des actions qui empruntent beaucoup les relais associatifs et qui sont des actions sur lesquelles on va avoir un enjeu, celui d'une mobilisation accrue du droit commun en matière de financement culturel. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation complète, et notamment sur cette question des financements. Peut-être donc laisser la parole à Bertrand Munin. Là, l'idée, c'est d'avoir le regard du ministère de la Culture sur ces enjeux, notamment de culture de la coopération, et sur ce que ça peut impliquer aujourd'hui comme type de transformation au sein du ministère de la Culture en termes de modalités d'action ou encore d'outils d'intervention. Bertrand Munin, du coup, je vous laisse. Oui, je remets mon micro et ma caméra, voilà. Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite sur la question des crédits, qui est toujours un sujet un peu sensible au niveau régional entre les services du ministère de la Culture et les préfets, et entre le programme 147 et 361. Disons que je préfère me rappeler que c'est la même Marianne qui est sur le billet et que ça concourt à une politique de l'État des deux côtés, et donc il faut essayer de les valoriser. Je reviens un peu en arrière sur ce que disait Raphaël dans son intervention, sur la question qu'on pourrait se poser de est-ce que le ministère de la Culture a toujours eu une culture de la collaboration? Évidemment non, on le voit bien on va dire dans le premier âge, dans ce qui était évoqué, ce n'est pas du tout comme ça qu'il s'est construit et, depuis 60 ans, et on va dire que même dans les premiers effets de la décentralisation théâtrale d'après-guerre, et puis dans les premiers décrets d'attribution Malraux à la création du ministère de la Culture, qui ont perduré, l'enjeu était bien rendre accessible au plus grand nombre les œuvres majeures de l'humanité, ce qui supposait qu'il y avait derrière tout ça une autorité
plutôt une autorité centrale qui définissait la liste des œuvres majeures et qui décidait de les déverser sur des territoires mal desservis à évangéliser. Je caricature, mais c'était un peu ça. C'était dans cette volonté aussi d'aménagement et de reconstruction du territoire, qui a perduré pendant longtemps, et puis qui s'est transformé progressivement au moment où les collectivités sont aussi montées en compétences, en désir, en envie de s'approprier des politiques culturelles sur leur territoire. Et il a fallu transformer peu à peu la relation du ministère de la Culture dans un ministère qui devenait partenaire. C'était les discours dans les années 2007, 2010, ça a été comme ça que c'était évoqué. Partenaire, ce n'est pas encore tout à fait une culture de la collaboration. C'est un premier pas, mais ce n'est pas tout à fait encore une culture de la collaboration. Là, depuis quelques années, on sent que les choses se sont transformées et ont conduit, notamment l'an dernier, à la création de cette délégation générale que je représente, au nom un peu long à prononcer, mais qui se termine par démocratie culturelle. Ça, c'est quand même pas anodin dans l'organisation du ministère de la Culture. Ça ne veut pas dire entièrement, évidemment, qu'on renonce à la démocratisation culturelle. Il s'agit plutôt de se nourrir de son héritage, mais il s'agit aussi surtout de prendre en compte des transformations sociétales et des attentes des citoyens dans une approche de l'État en faveur de la culture et dans sa définition de la culture. Si l'administration centrale s'est transformée donc depuis un an avec la création de cette délégation qui a un rôle d'animation aussi dans le dialogue avec les collectivités, avec les conseils des territoires pour la culture, qui sont présidés par la ministre de la Culture. Ça veut dire aussi qu'on a pris en compte le fait qu'en administration déconcentrée, les DRAC en métropole, les DAC en outre-mer, cette transformation, elle était déjà à l'œuvre depuis quelques années. Et qu'au niveau déconcentré, au niveau régional, le principe de la collaboration avec les collectivités, elle est plus fortement inscrite, tout simplement parce que c'est un quotidien de travail pour les agents qui sont en DRAC, tout simplement aussi parce qu'il y a une culture de la contractualisation dans tous les champs du ministère de la Culture, que ce soit l'éducation artistique, l'action culturelle, le livre, la valorisation du patrimoine, les résidences d'artistes. Il y a cette culture de la contractualisation qui fait qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture est peut-être un des ministères, si ce n'est le ministère qui contractualise le plus avec les collectivités territoriales. Donc, c'est vraiment pour prendre en compte ce travail qui est mené en DRAC. Et si nous, en administration centrale, on porte des réflexions et on essaie de marquer, de réaliser avec les autres ministères des protocoles d'accord, des conventions de partenariat qui donnent un cadre général, c'est bien au niveau déconcentré que ce travail se met en œuvre et ce travail dans un pragmatisme, on va dire, du concret et du réel avec la collaboration avec les collectivités. Un point essentiel de cette délégation générale dans ces marqueurs, c'est donc la démocratie culturelle, c'est-à-dire que derrière tout ça, il y a la volonté de prendre en compte la culture comme un droit humain et d'essayer de transformer l'appareil conceptuel qui existe maintenant sur les droits culturels, qui sont inscrits dans la loi NOTRe, qui sont inscrits dans la loi LCAP, qui sont inscrits dans le décret de création de la délégation générale transmission territoire et démocratie culturelle, mais de les rendre en action, de les rendre possibles en action, de les concrétiser, on va dire, sur des opérations qui peuvent se dérouler un peu partout dans tous les secteurs. Donc la délégation générale, elle a la vocation de pouvoir aussi faire dialoguer les différentes administrations centrales du ministère de la Culture, qui sont toujours sur leur champ, du patrimoine, de la création, des industries culturelles et du livre, pour essayer le plus possible de prendre en compte ce qu'on appelle les attentes des habitants. Ce ne sont pas toujours des attentes formulées, qui sont des attentes à identifier, et de faire en sorte que ces attentes se retrouvent. Alors là, pour le coup, je crois que c'est Raphaël Besson qui disait comment faire pour que la culture soit au cœur des politiques de la ville, par exemple. Oui, c'est une ambition, mais il s'agit de se poser la question de ce qu'on appelle culture à ce moment-là. Si c'est la culture qui est définie par l'État central, comme ça a pu être le cas depuis 60 ans, on arrivera toujours à une position, si ce n'est d'affrontement, au moins parfois de rejet et de repli sur ce qu'on propose.
si c'est de prendre en compte la culture qui est à l'œuvre sur ces territoires, la culture qui est mise en œuvre par les habitants de ces territoires, là, ça devient plus intéressant et ça demande aussi une modification, pas seulement conceptuelle, mais même des façons de travailler de l'ensemble des gens qui sont concernés par ça. Sur la question de la politique de la ville et de la place du ministère de la Culture dans ces questions, elle est là aussi ancienne, hein, d'une part parce qu'on a des protocoles, des conventions avec le ministère de la Cohésion des Territoires, où c'est différents noms avant, depuis 2014. Il y a eu une instruction en 2015 pour faire en sorte que la culture soit présente dans une dimension culturelle soit présente dans tous les contrats de ville signés, ce qui peu ou prou a été réalisé, mais parfois avec des approches mineures, parce que, et à l'époque j'étais en service déconcentré, les préoccupations des préfets en général étaient sur 3 axes: l'emploi, la sécurité et l'éducation. La culture intervenait après, mais n'était pas pensée toujours, on va dire, comme un ciment possible de l'ensemble des politiques qui étaient à l'œuvre sur ce territoire. Pour moi, c'est bien l'ambition qu'il faut qu'on arrive à porter. Si ça se retrouve justement, comme le signalait Éric Briat, dans le volet cohésion sociale, même si évidemment la question du renouvellement urbain, du cadre de vie et de l'architecture, du coup, est aussi un sujet de culture, mais cette question de cohésion sociale, il ne s'agit pas d'avoir un traitement de la cohésion sociale et puis des activités culturelles qui viennent se greffer autour de ça. Il s'agit de trouver comment la culture permet de consolider, de créer, de renforcer, de réparer parfois des éléments de cohésion sociale qui sont en difficulté sur certains territoires. Un des éléments qui change dans l'approche du ministère de la Culture sur les contractualisations de ces dernières années, ces 2 dernières années, c'est l'apparition des CRTE, des contrats de relance et de transition écologique. Ces contrats qui ont une vocation d'être des contrats intégrateurs, finalement, permettant de rassembler l'ensemble des différentes contractualisations qui existent sur un territoire donné, et évidemment, là aussi, plutôt à l'échelle de PCI et d'intercommunalité. C'est peut-être l'endroit où l'ensemble des contrats vont se retrouver, c'est peut-être l'endroit où les services de dialogue des services déconcentrés avec les collectivités autour de ça. Et ça amène pour nous une réflexion qu'on porte évidemment sur l'avenir de ces contrats politiques de la ville, enfin l'avenir d'une logique politique de la ville. À vrai dire, le point de difficulté pour un ministère comme celui de la Culture, comme mon administration, mais comme les DRAC aujourd'hui, c'est qu'on est toujours dans une approche segmentisée un peu des différentes politiques, sans qu'elles soient réunies dans un ensemble toujours très cohérent. C'est le cas en interministériel, mais c'est même le cas au sein du ministère de la Culture. Moi, j'ai toujours tendance à considérer que le ministère de la Culture est devenu un ministère des dispositifs culturels. Bertrand Munin, vous m'entendez? Oui. Ouais, je suis confus. Et il faudrait vraiment conclure. Je suis désolé, on est en train de dépasser largement le temps. Donc, je vous laisse conclure et il faut qu'on passe à l'atelier, en fait. D'accord. Alors, je signale quand même, ce sont mes prédécesseurs qui ont dépassé le temps, mais je vais conclure, ce n'est pas un problème. 4 axes sur lesquels on pense qu'il faut réfléchir, nous, dans l'avenir des contrats de ville. Le premier point, c'est la question de l'ingénierie, notamment pour les collectivités, justement parce que les différents dispositifs pour tous les ministères se sont démultipliés ces dernières années et qu'on sent bien que certaines collectivités, voire les plus petites collectivités, ont du mal à se repérer dans tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. Un deuxième axe qui serait sans doute une politique de formation commune des différents acteurs intégrés ou parties prenantes des questions de politique de la ville, que ce soit les acteurs de la culture, les acteurs du champ social, les acteurs politiques, enfin vraiment l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir sur ce côté, pour avoir une approche, ce serait le troisième axe de politique publique intégrée, de façon très interministérielle autour de ça. Et puis le dernier axe sur lequel on porte une réflexion qui mériterait, à mon avis, d'être partagée, c'est la question de la révision d'une carte de la politique de la ville, puisqu'aujourd'hui, on est sur une approche très parcellaire au sein de collectivités parfois ou d'interco
d'action qu'on veut porter, et que dans le travail que mènent les services déconcentrés, c'est bien l'ensemble de l'EPCI en général qui doit être pris en compte dans tous ces aspects, qu'il y ait les quartiers QPV ou pas, et pas seulement par des entrées particulières. Voilà un peu les 4 axes sur lesquels on essaie de réfléchir pour l'avenir en ce moment.